Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines. Dirigée par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Winter Philippe, Une cause sacrée, le dialogue intercongolais 2000 à 2003-2015. Kungu Léon, Culture stratégique et concept de défense au Cameroun, 2015. Ebalé, Raymond, La relation ACP Afrique-Caraïbes-Pacifique, UE Union européenne, la fin de l'illusion, quel avenir à l'échéance 2020-2015. LOADA, Augustin et Whitley Jonathan Dir, Transition démocratique en Afrique de l'Ouest. Processus constitutionnel, société civile et institutions démocratiques, 2014. Siad, Arnaud, L'intervention en Libye, un consensus en relations internationales, 2014. Kwasi, Yao Edmond, Colonisation et société civile en Afrique, 2014. Yougbar accent aigu, Sébastien, Attachement et délinquance des mineurs, déterminants psychosociaux au Burkina Faso, 2014. ANIGNIKIN, Sylvain Covy, Les origines du mouvement national au Dahomey. 1900 à 1939, 2014. BONKENABOKOMBOLA, Papi, Route rurale et développement socio-économique de la région de Mayombe, Ouest rez-de-chaussée, 2014. Makengo NKUTU, Alphonse, L'essentiel de droit public. Le cas de la République démocratique du Congo, 2014. Vilia Sante Cervello, Mariella, Le passé colonial et les héritages actuels en Mauritanie. État des lieux de recherche nouvelle en histoire et en anthropologie sociale, 2014. Ces 10 derniers titres de la collection sont classés par ordre chronologique en commençant par le plus récent. La liste complète des parutions, avec une courte présentation du contenu des ouvrages, peut être consulté sur le site www.harmattan.fr. Du même auteur. L'opérateur économique agréé, OEA. La sécurisation va-t-elle à l'encontre du développement du commerce international? Éditions ITCIS Algérie et les éditions du Net, France. Chronique politique au jour le jour d'un illustre inconnu. Édition Mélibé. Épigraphe. Les finances publiques doivent être saines. Le budget de l'État doit être équilibré. La dette publique doit être réduite. L'arrogance de l'administration doit être combattue et contrôlée. Cicéron, 55 avant Jésus-Christ. Dédicace. Je dédie ce livre à mes professeurs illustres de la faculté de droit et de sciences économiques de Bordeaux de 1967 à 1971, notamment Mrs Serin, Martre, Obi et Lalumiere, qui m'ont révélé le droit et m'ont forgé l'esprit. À plus de 60 ans, la préparation de ce livre n'aurait pas pu être faite sans le soutien constant et attentif de mon épouse, Marie-Laure Meulement, qui a toujours cru en moi. À mes enfants, Loïc et Laure qui furent de brillants étudiants et à Pierre, mon dernier fils de 17 ans, auquel je souhaite qu'enfin ils connaissent aussi le bonheur d'apprendre. Mes remerciements infinis à Bertie pour son aide constante et sa rigueur dans la confection de ce livre. Acronyme. Les chiffres entre crochets, 153, renvoient à la bibliographie tandis que les chiffres en exposant 153, renvoient aux notes de bas de page. Introduction. Depuis une trentaine d'années, la notion d'État omniprésent est remise en cause. Les difficultés de la mondialisation et la faiblesse de la croissance économique mondiale entraînent une remise en cause de l'État-providence au sein des pays occidentaux et une réorientation de l'action de l'État afin qu'il gère mieux ses missions essentielles. La privatisation des missions de service public est devenue un axe fort de la politique des gouvernements à économie de marché. En pratique, de l'externalisation à la privatisation totale, il existe des différences mais le principe reste identique. Transmettre à une société de droit privé l'exercice d'une mission qui jusque-là était exercée par l'État.
La privatisation est devenue une caractéristique des gouvernements libéraux, qui considèrent que l'État n'est pas toujours un bon gestionnaire, et que ce même État devrait ainsi se consacrer exclusivement à ses missions dites régaliennes. La liste des fonctions régaliennes a peu évolué avec le temps. Depuis Adam Smith, de nombreux juristes et économistes se sont élevés contre le pouvoir étatique afin de protéger les individus contre l'arbitraire. Ils ont recommandé la création de structures et d'institutions bénéfiques à l'ensemble de la société pour contrôler ces pouvoirs, et permettre à des entrepreneurs de mettre en place tous les autres aspects de la vie commune. Par ailleurs, Adam Smith était partisan du libre-échange et de la suppression de toute barrière douanière, entravant le commerce international. On peut dire qu'il est l'inspirateur lointain de l'Organisation mondiale du commerce. Pendant longtemps, le débat entre libéraux partisans d'un État au champ de compétences restreint et ceux qui veulent que l'État soit arbitre et même partie prenante de tout, est resté principalement dans le domaine économique national. Mais les libéraux, surtout américains, ont développé l'idée que cette doctrine devait s'appliquer aussi aux pays en voie de développement, notamment en Afrique afin de lutter contre l'assistanat. Curieusement, la collecte des fonds publics, le prélèvement des impôts n'est pas considéré comme une mission régalienne. Pourtant, les échanges commerciaux existent depuis l'origine des États, et dès l'Antiquité il existait une perception d'argent sur les marchandises importées. La ferme générale en France, sous l'Ancien Régime, était une privatisation totale de la collecte fiscale et elle a laissé un mauvais souvenir dans les campagnes françaises dont les habitants payaient la gabelle. Si à cette époque, la colère de contribuables s'exerçait contre l'impôt direct tel la taille, elle était surtout dirigée contre les impôts indirects affermés à des compagnies privées. Aussi depuis la Révolution de 1789, plus aucune collecte n'avait été privatisée jusqu'à la création très récente de l'écotaxe. Les Français ont redécouvert cette forme de collecte à travers l'écotaxe dont une société privée, par ailleurs étrangère, a obtenu la concession et qui fait l'objet de graves suspicions quant à ses conditions d'obtention et de paiement des annuités. Si le statut des entreprises bénéficiaires dit public-privé est connu depuis une dizaine d'années en France et utilisé pour des raisons budgétaires, la privatisation totale était jusqu'alors bannie. Dès la haute Antiquité, les États ont perçu des impôts sur les marchandises en mouvement qui franchissaient les frontières. Ces impôts répondent alors pour l'essentiel à des préoccupations financières. Ainsi en est-il des portitors romains qui avaient le droit d'apprécier les marchandises imposables, de disposer du droit de les déballer, dénombrer, peser, même quand elles appartenaient à de hauts personnages. Le taux était alors de 2,5% de la valeur. Dès cette époque, les commerçants ont pris l'habitude de déclarer la valeur et les quantités de marchandises qui franchissaient la frontière. Jusqu'au XVIIIe siècle, le recouvrement de ces taxes douanières est effectué par des employés de compagnies privées auxquels l'État avait rétrocédé la perception. C'est la pratique de l'affermage. Il a fallu attendre la Révolution française pour voir naître l'administration des douanes modernes et la suppression des barrières intérieures que la monarchie avait laissé prospérer. Ce service est exclusivement consacré à la police du commerce extérieur. Napoléon Ier crée le poste de directeur général des douanes françaises, Jean-Baptiste Colin. Celui-ci sera nommé par l'empereur, ministre du Commerce et des Manufactures, consacrant ainsi le rôle économique de la douane en valorisant la partie commerce de l'administration en complément de la partie fiscale jusqu'ici privilégiée. Par la suite, l'administration des douanes est séparée en deux parties distinctes. L'administration des bureaux chargés du dédouanement des marchandises. Le corps des brigades des douanes, au régime militaire, chargé de la protection des frontières et de ses arrières. Dans ces conditions, il est important de comprendre les conditions de l'exercice du prélèvement fiscal dans un pays africain en développement, tel la République centrafricaine, et d'autre part la problématique posée par cette privatisation fortement encouragée, a. Conditions de l'exercice du prélèvement fiscal en République centrafricaine. La découverte du territoire oubangien par les Européens est très récente. Ce territoire était le plus souvent représenté sur les cartes d'Afrique par une tache blanche jusqu'au milieu du XIXe siècle. Pourtant, pour les préhistoriens, le territoire de l'Oubangui-Chari fut bien peuplé depuis l'Antiquité la plus haute. L'anthropologue Pierre Saulnier,
dans son ouvrage sur la République centrafricaine en 1997, estimait la population de ce territoire de 5 à 6 millions d'habitants au XVIIe siècle. Mais il a fallu attendre l'année 1945 pour que la population de l'Oubangui-Chari atteigne officiellement le million d'habitants. Les maladies et l'esclavage expliqueraient la brutale baisse de population entre ces deux périodes. Celle-ci est composée de nombreuses ethnies que l'on peut regrouper en 3 groupes. Les ethnies du fleuve Sango, Yakoma, Bolaka, Nbaka, Ngbandi. Les ethnies de la forêt Pygmée, Izongo, Manja, Linda, Gebaya. Les ethnies de la savane Peul, Bana, Sabanga, Goula. L'organisation administrative de ce territoire, avant l'arrivée de l'ex-colonisateur, repose sur la famille au sens large du terme et sur l'ethnie. Chaque famille a son chef, ce doit être un homme mûr et sage. Le chef de l'ethnie est considéré comme le maître de la terre. C'est lui qui attribue les lopins à cultiver à chaque famille. Il est aussi le garant du bon fonctionnement du groupe. Les grands empires soudanais du Moyen Âge, Ghana, Sonrai, et ceux du XVIIIe siècle, Massina, étaient gouvernés par des rois exerçant des pouvoirs absolus dans leur capitale, mais peu dans les périphéries de leur empire. Ils géraient de loin en mettant en opposition les chefferies traditionnelles. L'Oubangui faisait partie de la périphérie. L'activité économique de l'Oubangui-Chari est dominée par l'agriculture traditionnelle afin de satisfaire les besoins de la population. Les travaux agricoles s'effectuent manuellement jusqu'en 1960. Il existe également de l'élevage, bovin, caprin et ovin, et la pêche sur le fleuve Oubangui. Le 10 mai 1889 a été créé le premier poste militaire français à Bangui. Cette ville deviendra la capitale d'une colonie française créée officiellement le 29 décembre 1903 et connue sous le nom d'Oubangui-Chari jusqu'en 1958, dès lors de République centrafricaine. La France obtient la reconnaissance de son autorité sur la rive droite du Congo et de l'Oubangui. Cet espace est le résultat des partages coloniaux du XIXe siècle entre les grandes puissances de l'époque. Conférence de Berlin, novembre 1884-février 1885, et ne tient aucun compte des réalités ethniques et des nécessités économiques locales. Durant la période coloniale, en juillet 1899, l'économie du pays a été déléguée à 17 sociétés concessionnaires pour une période de 30 ans dans les domaines agricoles, forestiers et industriels. Ces compagnies devaient acquitter un impôt forfaitaire de 15% des bénéfices. Les terres attribuées aux sociétés sont en fait prises au patrimoine collectif des villages comme terres vacantes. Les compagnies ne rémunèrent quasiment pas les travailleurs recrutés de force sur leurs biens, afin d'exploiter le caoutchouc et l'ivoire pour le compte de ces mêmes compagnies. La violence la plus forte contre les récalcitrants et contre les villages qui veulent défendre leurs terres est régulièrement utilisée. Ces sociétés concessionnaires qui n'avaient pour seul but que de s'octroyer des bénéfices importants ont introduit l'économie de marché et ont détruit l'économie traditionnelle fondée sur le troc et la satisfaction des besoins alimentaires de la communauté. Il est évident que cette situation de spoliation et d'exploitation des peuples locaux par les représentants français sur place a créé un climat de défiance et de rébellion quasi permanente à l'encontre du colonisateur, notamment pour le paiement de l'impôt. L'Oubangui-Chari est un territoire de 623 000 km² qui partage ses frontières avec le Tchad au nord, le Soudan à l'est, la République démocratique du Congo rez-de-chaussée au sud-est, le Congo-Brazzaville au sud-ouest et le Cameroun à l'ouest. La frontière avec le Soudan a été fixée par la Convention franco-britannique du 21 mars 1899 et suit la ligne de partage des eaux entre les bassins du Congo et du Nil. La frontière méridionale avec le Congo démocratique résulte de l'accord franco-léopoldien de 1889. À l'époque, l'actuel rez-de-chaussée était la propriété personnelle du roi des Belges, Léopold II, puis de l'accord du 14 août 1894 et emprunte le cours du fleuve Mbomou puis celui de l'Oubangui jusqu'au 4e parallèle. La frontière occidentale avec le Cameroun a été fixée par l'accord franco-allemand du 18 avril 1908 et suit le tracé des affluents de la Sangha et du Logomé occidental. Les frontières avec le Tchad et le Congo-Brazzaville sont les dernières limites administratives entre la colonie de l'Oubangui-Chari et les deux colonies du Tchad et du Congo-Brazzaville.
Leur tracé pouvait être modifié par simple décision administrative, dont la plus récente date de 1942 avec le Tchad. Ces 3 colonies françaises, avec celle du Gabon, formaient l'Afrique équatoriale française. Les territoires ne devaient pas coûter d'argent à la métropole. Ce sont des territoires d'exploitation au bénéfice des sociétés françaises. Quant aux charges de fonctionnement, elles revenaient de fait aux territoires colonisés. Pour cela, les indigènes sont mis à contribution sous la forme d'un impôt de capitation et diverses taxes indirectes auxquelles s'ajoute le travail forcé. L'impôt de capitation concerne les hommes comme les femmes à un taux variable selon les villages en fonction de leur potentialité. Il fallut attendre 1930 pour que les anciens combattants de la Grande Guerre en soient dispensés. La collecte de cet impôt était déléguée à des administrateurs locaux et aux chefs de village comme du temps de la ferme générale sous les rois de France. Il fallait que l'argent rentre pour que les participants au système fiscal s'enrichissent. Peut-être peut-on vraisemblablement trouver dans ce système de racket institutionnel l'origine de la corruption douanière généralisée en Afrique, laquelle permet aux fonctionnaires de s'enrichir avec leur clan. Afin de bien appliquer l'impôt, des recensements permanents étaient mis en place, mais aucune baisse de population n'était acceptée. Pour éviter de laisser une charge à leur famille, les migrants ont pris l'habitude d'envoyer de l'argent à celle-ci afin de payer la capitation. Par contre, les Européens et les indigènes ayant la nationalité française étaient dispensés de la capitation et des contraintes liées. Cet impôt a contraint les indigènes à développer des cultures d'exportation, à émigrer et à monétiser leur économie. Le paiement de l'impôt est donc de création récente, et un legs du colonisateur. Des droits de douane existaient pour protéger les colonies de l'importation de produits manufacturés, provenant d'un pays autre que la France. Napoléon III avait d'abord laissé les territoires maîtres de leur politique douanière, au nom du libéralisme économique et du développement des colonies. À partir de 1866, des tarifs douaniers locaux furent applicables aux produits étrangers, c'est-à-dire non français, sous le nom d'octroi de mer. Cela existe toujours dans les départements et territoires d'outre-mer d'aujourd'hui. C'est la Troisième République qui mit en place des tarifs douaniers au Gabon et dans les territoires du golfe de Guinée rattachés administrativement à ce territoire, et ce pour des motifs purement mercantiles. À partir de 1892, une réforme tarifaire importante a été mise en place consacrant le principe des droits de douane systématiques pour protéger les intérêts français. Lors de sa discussion à la Chambre des députés, Jules Méline a déclaré devant la Commission des finances: les produits étrangers doivent être des produits étrangers dans nos colonies comme chez nous, et soumis aux mêmes droits. Il faut que nos colonies offrent aux produits français des débouchés de plus en plus larges. La tarification des octrois de mer était décidée à Paris. Dans son livre sur la douane, dans un paragraphe sur les colonies, J. Clinquart indique: la circulation des marchandises entre les colonies posait des problèmes complexes dus aux différences de tarification, et déjà le cas des territoires enclavés dont les approvisionnements devaient nécessairement transiter chez leurs voisins était délicat. Allait-on s'orienter vers l'instauration de contrôles douaniers aux frontières intérieures de nos colonies? C'eût été irréaliste et de surcroît fort coûteux. Les autorités françaises décidèrent de constituer leur colonie en union douanière. Ce fut aisé pour l'Afrique occidentale française, mais la situation de l'Afrique équatoriale française était plus complexe. La France avait accepté lors des accords de Berlin de ne pas instaurer des tarifs d'entrée ou de sortie pour cette région. Ces accords, qui devaient mettre fin à l'exacerbation de la concurrence entre États européens, créaient de nouvelles règles de jeu. À Berlin, du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, le principe de l'ouverture des territoires au commerce international était posé. Aucun pays européen ne pouvait imposer de barrières commerciales, de droits de transit, de taxes à l'importation ou à l'exportation au sein des pays de l'Afrique centrale. En réalité, ce principe libre-échangiste rendait les colonies coûteuses. En 1912, lors de nouvelles négociations, un nouveau tarif fut validé comportant à l'importation des droits de 3 à 10% et à l'exportation une taxe sur l'ivoire et le caoutchouc de 10%. Cependant, cette union douanière fut imparfaite. Certains territoires étaient traités différemment par la métropole.
La République centrafricaine est devenue un État indépendant le 13 août 1960. L'accession de la République centrafricaine à l'indépendance lui a permis de prendre l'organisation de la métropole, en modèle d'organisation bureaucratique. La faiblesse des appareils politiques, ajoutée aux manœuvres diverses de l'ancienne métropole, a affaibli le peu qu'il y avait d'État et a permis aux militaires de prendre le pouvoir. Elle a connu depuis cette époque majoritairement des régimes militaires, Bokassa, KOLINGBA, BOZIZE, lesquels ont largement participé au développement de l'anomie du pays. La République centrafricaine a subi depuis de nombreuses tentatives de mutinerie ou de coups d'État, dont beaucoup ont échoué dans la violence et le sang. L'avant-dernière a été fomentée en 2012 par le filleul du président BOZIZE, Sylvain Ndéoutingaï, ministre d'État, chargé des finances publiques et du budget. Les événements dramatiques survenus depuis mars 2013 avec la Séléka, puis depuis peu, la guerre religieuse ayant abouti au départ de l'ex-président des JOTODIAAMNONDROKO et son remplacement, sous la pression du risque de génocide, le 10 janvier 2014, par Madame Catherine Sambapanza démontre le caractère violent du pouvoir en République centrafricaine. La République centrafricaine est un État hérité du colonialisme, où tout est à construire. La République centrafricaine est malheureusement pour elle, placée dans une zone de conflit à ses portes qui entraîne des conséquences lourdes pour cet État peu solide. Voilà comment, en 2009, Roland Marshall présente ce pays dans son document intitulé « Aux marges du monde en Afrique centrale ». 39. Le point de départ de ce travail est l'identification d'une zone qu'il s'agit de considérer comme un site d'action et une unité de lieu. Cet espace est centré sur la Centrafrique mais déborde sur le Soudan, Darfour et Sud-Soudan, l'Équateur, région de la République démocratique du Congo, le nord-est du Congo, le sud du Tchad et l'extrême-est du Cameroun comme terroir historique. La conclusion visée peut être résumée en une phrase. Cette zone illustre une cristallisation régressive des constructions étatiques de la région. Cette dernière n'inclut pas seulement le Tchad et le Soudan, objet aujourd'hui de l'attention internationale, mais aussi le Cameroun, le Congo et la République démocratique du Congo rez-de-chaussée. Si l'on considère cette ère à l'aune des trajectoires des États de la région, on voit combien elle se situe à la marge, à leur marge. Dans tous les cas, avec évidemment des différences notables, les régions riveraines de la République centrafricaine apparaissent comme des périphéries de leurs États respectifs. Quant à la Centrafrique, elle n'est que la somme de ces périphéries, au point que hier et aujourd'hui, plusieurs acteurs internationaux doutent purement et simplement de l'existence même d'un État. Le 25 mars 2013, un coup d'État chassait le désormais ex-président BOZIZE de son pays. En violation des accords dits de Libreville, passés 2 mois plus tôt, la coalition Séléka a pris le pouvoir par la force, ridiculisant au passage les forces africaines mises en place autour de Bangui pour protéger le pouvoir constitué et reconnu par la communauté internationale. Le chef de la coalition Séléka, Michel Djiotodia-Amenondroko, s'est aussitôt autoproclamé président de la République centrafricaine, puis a été élu par une assemblée locale. Depuis lors, l'État centrafricain s'est délité, des bandes armées par les uns ou les autres terrorisent et massacrent la population, surtout en province où plus personne ne va. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies se saisissait du cas de la République centrafricaine en octobre 2013 afin d'étudier, à la demande de la France, comment assurer la sécurité dans ce pays en voie de somalisation. L'Organisation des Nations Unies a donné mandat à la France le 5 décembre 2013 d'intervenir avec des forces africaines pour rétablir l'ordre public. La société centrafricaine est aujourd'hui divisée par des antagonismes qui ont souvent la forme de conflits ethniques et depuis peu religieux. Un fort sentiment identitaire dû à la misère et le maintien d'une conception traditionnelle du pouvoir sont les causes des dangers permanents qui menacent la République centrafricaine. Népotisme et corruption. Il apparaît qu'il n'existe pas d'appareil politique centralisé. L'organisation du pays repose sur une copie du modèle occidental consistant à faire croire aux organisations internationales qu'il existe face à elles un État alors même que le lien politique repose sur le principe de prédation et de distribution clanique.
Les langues officielles de ce pays sont le français et le songo. Cette dernière langue a été utilisée pour le commerce sur l'ensemble du territoire et celui des voisins congolais. Elle est comprise par tous aujourd'hui. Pays sans littoral dont l'économie est basée essentiellement sur l'agriculture, la République centrafricaine est classée parmi les pays les moins avancés, PMA. Cependant, il dispose d'énormes potentialités faiblement exploitées. Une faune et une flore très riches et variées. Une forêt dense avec environ 3600 essences végétales renfermant différents écosystèmes. De grands espaces encore vierges propices aux activités de safari. Un potentiel minier dense et varié composé de diamants, or, fer, uranium, calcaire, cuivre, pétrole. Les nombreuses crises militaro-politiques des dernières décennies ont mis à mal le faible tissu industriel et commercial du pays, compromettant ainsi tous les efforts entrepris par les gouvernements successifs. Lors de la colonisation, de nombreux douaniers métropolitains sont partis outre-mer afin d'encadrer leurs collègues locaux sans pour cela que les douanes des colonies dépendent de la douane française. L'indépendance des colonies françaises a été concomitante de la création de l'Europe, laquelle a bouleversé l'organisation de la douane française. De ce fait, les douanes africaines et celles de la République centrafricaine en particulier ont gardé l'organisation douanière paramilitaire de la première moitié du XXe siècle en France. Pour l'Afrique francophone, dont fait partie la République centrafricaine, l'administration des douanes était encore une organisation militaire, uniforme, grade apparent et formation à la défense. L'administration des douanes avait comme but unique de collecter le plus d'impôts possible pour les besoins de ce jeune État, et pour ce faire, a maintenu les traditions du siècle passé. Cela peut signifier que cette administration est en difficulté pour relever les défis douaniers du XXIe siècle. L'histoire des États depuis leurs indépendances montre que d'un côté la part des droits de douane dans le budget de l'État est très importante lors de sa création et décline en valeur relative par la suite, et que d'autre part les producteurs locaux sont extrêmement attentifs au rôle protecteur de la douane comme agent économique. La rébellion des producteurs américains à l'encontre des facilités accordées à la mère patrie anglaise a été le déclencheur de l'indépendance américaine. Aujourd'hui, le conflit douanier entre Israël, l'autorité palestinienne et les colonies israéliennes en Cisjordanie est très représentatif de la complexité du dossier palestinien au Moyen-Orient. Pour les Palestiniens, comme pour les Américains, avoir la maîtrise de la perception des droits et taxes perçus à l'entrée du territoire est un signe fort de souveraineté et d'indépendance. Ils se sont battus pour cela ou se battent encore. Ainsi, les dirigeants des États ont compris que pour qu'un État survive et puisse satisfaire les besoins élémentaires de sa population, éducation, nourriture, soins, circulation, protection, l'efficience de la pression fiscale est primordiale. Aujourd'hui encore, la douane fournit dans la quasi-totalité des pays en voie de développement entre 55 et 80% des recettes budgétaires de l'État. Même pour les États développés, les recettes douanières demeurent importantes, malgré tous les accords de libéralisation des marchandises dans le cadre de la mondialisation. Par exemple, la douane fournit 18% des recettes à l'État français. Depuis l'origine de la création des États modernes, la douane a été mise en place afin de remplir plusieurs rôles indispensables à la survie de ces États. Taxer les marchandises à l'importation, et parfois à l'exportation, pétrole, or, etc., et percevoir les montants ainsi fixés afin de procurer des liquidités à l'État. Vérifier que les lois et règlements du dit État soient respectés en luttant contre la contrebande, passage illégal de marchandises soit hors bureau habilité, soit dissimulé parmi les marchandises déclarées, et contraindre ainsi les détenteurs de marchandises à payer leur dû lors du passage d'une frontière terrestre, maritime ou aérienne. Interdire les marchandises classées comme prohibées du fait, par exemple, de leur dangerosité ou pour protéger les producteurs locaux. Aujourd'hui, la douane est une administration soumise à de fortes contraintes externes, qui la conduisent à devoir s'adapter continuellement à son environnement. En prise étroite avec la réalité économique, elle doit ainsi assurer la régulation du commerce international et la police des marchandises sans nuire à leur circulation, pour ne pas détourner les opérateurs économiques du territoire. La douane doit notamment prendre en compte le développement des flux tendus, un besoin de sécurisation des échanges,
la complexification du cadre commercial tant communautaire, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qu'internationale, Convention de Kyoto révisée, et les attentes des entreprises au sujet de l'attractivité des territoires. Dans le domaine de la lutte contre la fraude et de la protection du citoyen, elle doit être réactive et s'appuyer sur un dispositif performant de renseignement et de ciblage des contrôles pour prendre en compte les nouveaux circuits de fraude. En matière de fiscalité, elle doit répondre à la demande de simplification des redevables en faisant porter un effort conséquent sur la dématérialisation de ces procédures pour les rendre plus efficaces. Comme l'ensemble des administrations africaines, la douane doit également s'adapter à un contexte budgétaire contraint. Afin d'accomplir ces missions, la douane procède, sur le lieu de première introduction du territoire ou à l'intérieur de celui-ci, à des contrôles physiques afin de vérifier la concordance de la déclaration préalable et de la marchandise. Les contrôles physiques sont essentiels dans le travail de la douane, lequel se distingue en cela du travail des administrations fiscales classiques. La douane dispose pour l'accomplissement de ces missions de moyens matériels et humains variables suivant les pays, et dispose le plus souvent de moyens juridiques importants, fouilles, visites des véhicules et des domiciles, que certains qualifient d'exorbitants par rapport au droit commun. Pays sans industrie, ni services avec une agriculture uniquement nourricière destinée à subvenir aux besoins fondamentaux, la République centrafricaine avait une assiette de taxation peu étendue, cependant avec un territoire plus grand que la France et des frontières encore peu sécurisées, les besoins de l'armée et des diverses administrations étaient immenses. Les autres recettes potentielles, fiscales essentiellement, ne rapportaient que peu de ressources financières, les structures des administrations étaient en construction après le départ des colonisateurs. Mais les besoins de la population restaient très importants. Le faible commerce international de ce pays était encore exclusivement orienté vers l'ancienne métropole. Les organisations régionales, telles la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale n'existaient pas encore, et les accords de libre-échange préconisés par l'Organisation mondiale du commerce dont le siège est à Genève n'étaient même pas en gestation. Dans le même temps, des guerres frontalières et ethniques ont durablement troublé la situation du pays qui très vite a été dirigé par des militaires dont la gestion à long terme du pays ne fut pas, et n'est toujours pas, le centre d'intérêt principal. La République centrafricaine a été le plus souvent une dictature plus ou moins coercitive suivant les périodes, mais dont les pouvoirs des parlementaires ont toujours été réduits au mieux à l'apparence, à rien le plus souvent. Si depuis l'origine des parlements, le vote d'un budget a été le rôle essentiel de ces institutions démocratiques, en République centrafricaine il s'agit d'une formalité et les problèmes financiers ne sont pas exposés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale du pays. Ainsi, les contrats de privatisation des missions douanières ont toujours été traités par la présidence de la République et le ministre des Finances directement avec les sociétés privées choisies. C'est un point majeur de notre sujet car les finances publiques ont des règles reconnues, unité du budget, universalité de celui-ci, sincérité et présentation annuelle. Comment respecter ces principes si les recettes sont privatisées sans l'accord du Parlement? De plus, la République centrafricaine est un pays enclavé dont les études récentes montrent que cette position est une charge économique supplémentaire qui a affaibli plus encore les finances de ce pays. Selon une étude récente de la Banque mondiale, les pays enclavés subissent un déficit de commerce très important de l'ordre de 70% par rapport à un état côtier de développement similaire, qui induit un déficit de croissance estimé à 1,5% par an. Depuis l'indépendance à nos jours, la République centrafricaine n'a jamais réussi à avoir un recouvrement de droits et taxes permettant d'espérer un début de redressement financier, et continue de vivre de l'aide publique internationale. En 2010, 68% de la population urbaine et 74% de la population rurale en République centrafricaine vivaient sous le seuil de pauvreté fixé par l'Organisation des Nations Unies. L'insécurité dans le pays et dans les circuits de production qui empêchent la production agricole conduit à une baisse de l'activité économique et à des déplacements de population importants vers Bangui. Les récents événements n'ont fait qu'aggraver encore la situation. De ce fait, les grandes organisations internationales telles le Fonds monétaire international, la Banque mondiale,
depuis peu la Banque africaine de développement et l'Union européenne, en tant qu'importantes structures régionales, ont prêté assistance à ce pays dans tous les domaines de la souveraineté d'un État, armée, santé, éducation, et en particulier dans celui des finances publiques. En République centrafricaine, comme dans d'autres pays africains, la fuite des capitaux est importante. La Banque africaine de développement estime dans une étude de 2012 que le montant cumulé des capitaux ayant fui l'Afrique subsaharienne entre 1970 et 2004 serait de 420 milliards de dollars et dépasse le montant de la dette extérieure publique de ces pays. Le chiffrage pour la République centrafricaine n'est pas connu, mais les avis des spécialistes convergent pour indiquer que l'évasion est très forte en pourcentage du produit intérieur brut. La République centrafricaine a été éligible à l'initiative du mécanisme dit pays pauvres très endettés, c'est-à-dire une forte annulation de la dette extérieure du pays afin de faire passer la dette sous le seuil critique permettant de consacrer une part des capitaux prêtés à la réduction de la pauvreté. Cette réduction complétée par celle accordée dans le cadre du Club de Paris et du mécanisme français C2D, a permis à la République centrafricaine de diminuer de façon très sensible son endettement. Mais, la question de la soutenabilité du restant à rembourser continue de poser problème à ce pays et reste sans aucun doute une gêne pour la croissance. Les pouvoirs publics s'emploient depuis à tout faire afin d'attirer les investisseurs, et surtout de faire revenir les bailleurs de fonds qui ont quitté le pays en 2011 au motif qu'ils ne respectaient pas les règles de bonne gouvernance. Imitant son collègue camerounais, François Bozizé a limogé des ministres et dissous des conseils d'administration de toutes les sociétés et agences de l'État en faillite pour la quasi-totalité afin de montrer qu'il voulait lutter contre la corruption. Ces mesures étaient vivement souhaitées par le Fonds monétaire international. Cette organisation jugeait la République centrafricaine sévèrement en indiquant dans une note interne: l'année électorale 2011 a engendré des dépenses imprévues, et parfois hors budget. Et aussi dans un autre rapport. Il faut reprendre en main l'exécution du budget, et rétablir la discipline budgétaire pour atténuer les craintes liées à la gouvernance. Ce manque de transparence et de rigueur budgétaire, couplé avec l'absence d'un nouveau programme avec le Fonds monétaire international, a engendré une suspension de l'aide budgétaire de la communauté internationale. La République centrafricaine se trouve dans une situation financière précaire et a accumulé en 2011 des arriérés extérieurs, à hauteur de 9,8 milliards de dollars US. Cependant, grâce à une renégociation avec les banques, les charges d'intérêt seront un peu moins élevées en 2012 qu'en 2011, soit près d'1 milliard de US dollars au lieu de 1,078 dollars américains. Mais la République centrafricaine a des difficultés à rembourser ses dettes et à payer les intérêts de celles-ci. Ces dernières années, c'est environ 12 milliards de FCFA, 1,90 milliard de dollars, d'arriérés à payer et le solde des arriérés antérieurs font l'objet de négociations multiples. Club de Paris, banque. Les recettes de la République centrafricaine sont depuis des années sur une moyenne de 9% du produit intérieur brut alors que les dépenses sont, elles, à un niveau de 15% de ce même produit intérieur brut. Le financement extérieur est également en baisse depuis plusieurs années. Le Fonds monétaire international a insisté pour que le gouvernement améliore la mobilisation des revenus, laquelle est très faible, 10,8% du produit intérieur brut en 2012. Des engagements ont été pris par la République centrafricaine en début 2012. Seront-ils pour une fois respectés ? Les événements et le coup d'État de 2013 ne permettent pas de disposer des données fiables à ce sujet. Le 25 juin 2012, le Fonds monétaire international accordait des facilités de paiement, facilités élargies de crédit, d'un montant de 63,2 millions de dollars US. Fin juillet 2012, la Banque mondiale accordait des crédits de plusieurs dizaines de millions de dollars dont plus de 2 millions pour la seule création d'un bureau de douane à la frontière entre la République centrafricaine et le Cameroun, ABEL-OCAO. L'Union européenne, principal bailleur de fonds en République centrafricaine, a négocié un nouveau plan d'accompagnement, 10e Fonds européen de développement, de plusieurs millions d'euros afin d'améliorer les finances publiques de la République centrafricaine et vient de lui accorder une aide complémentaire de 30 millions d'euros pour faire face aux événements. La même Banque mondiale, toujours en juillet 2012,
accordait une subvention de 3,1 millions de dollars US aux fins d'un projet d'amélioration des capacités douanières dans l'Afrique subsaharienne, Committee for the Coordination of Statistical Activities. Un accord de coopération a été conclu entre la Banque mondiale et l'Organisation mondiale des douanes sur ce thème important de renforcement des compétences des douaniers locaux. Les objectifs d'ensemble du projet concernent le perfectionnement du leadership ainsi que des compétences et des connaissances en matière d'encadrement, de la part des cadres dirigeants de la douane dans l'Afrique subsaharienne et ce, afin d'assurer une utilisation efficace de l'assistance au développement, de conduire les mesures de réforme et de modernisation au sein de leurs administrations, et de permettre aux fonctionnaires de la douane des pays participants de l'Afrique subsaharienne accéder à toute la gamme des documents e-learning de l'Organisation mondiale des douanes dans le cadre de leur formation. La République centrafricaine devrait normalement être un des premiers bénéficiaires. Ainsi, l'argent des bailleurs de fonds ne manque pas pour aider l'administration des douanes locales à s'améliorer. Dans une préface du livre de Gérard Chambas consacré à la fiscalité des pays africains, le ministre français, délégué à la coopération au développement et à la francophonie d'alors, M. Xavier Darcos, écrivait en 2005. Quant aux politiques de développement, sans méconnaître la responsabilité de la communauté internationale à cet égard, il apparaît clairement que la fiscalité est au cœur de cette problématique. La fiscalité est l'instrument qui doit permettre aux États de renforcer leur indépendance vis-à-vis de l'aide extérieure et de se réapproprier leur politique de développement. Une fiscalité efficace est également l'occasion pour les États d'améliorer la qualité de gestion de leur économie et de lutter contre la corruption. Le problème peut être posé ainsi dans une vision idyllique d'un État de droit, tant il est exact qu'il faille des recettes pour faire fonctionner la bureaucratie, mais la responsabilité des organisations internationales ne doit pas être sous-estimée, bien au contraire. Il est, d'un point de vue classique en finances publiques, intéressant d'étudier comment les autorités du pays lèvent des fonds et les dépensent, mais aussi comment l'architecture administrative s'est mise en place pour répondre aux attentes du gouvernement local et de quelle manière cette structure administrative y a répondu. La République centrafricaine représente un cas original puisque nous assistons à une privatisation totale des missions douanières, et donc au constat d'échec du service public de collecte de l'impôt. Cependant, l'histoire montre que la collecte de l'impôt douanier par le secteur privé a été une réalité positive durant des siècles. Qu'importe en fait le mode de recouvrement de l'impôt si ce dernier est efficace. La privatisation des missions douanières est le plus souvent présente en Afrique à travers des sociétés, nommées sociétés de préinspection. Elles sont présentes dans plus de 80 pays dans le monde et curieusement, malgré leur rôle de plus en plus prépondérant au sein des finances publiques des pays en voie de développement, elles n'ont fait l'objet que de peu d'études académiques. Cette situation pose de nombreuses difficultés pour tous les acteurs budgétaires en République centrafricaine, et il faudra avoir un point de vue transversal pour analyser complètement la situation. Une administration douanière inefficace qui est en partie remplacée par des sociétés privées qui ne sont pas toutes intègres et ne permettent pas ainsi à la République centrafricaine d'améliorer son rendement fiscal. Dans le même temps, les règles budgétaires démocratiques sont bafouées ou pas suivies, ce qui ne permet pas à un arbitre de réguler la coexistence entre les deux entités. Enfin, les conseillers internationaux se contentent de recommandations techniques quant à l'administration douanière, alors même que leur rôle eût été de changer la totalité de l'organisation pour éviter le chaos. L'objectif de cette recherche est d'attirer l'attention de tous les acteurs financiers internationaux sur l'exemple de la République centrafricaine, lequel pourra servir de modèle de ce qu'il faut éviter pour tendre vers l'efficience douanière. Ce travail ne se concentre pas seulement sur l'aspect douanier, mais aussi sur les problèmes budgétaires et constitutionnels, ainsi que sur la coopération internationale tant du point de vue des accords internationaux que de l'efficacité de l'aide pratiquée par les grandes organisations financières internationales. Le sujet prend en compte une dimension politique au vu de la situation actuelle dans ce pays. Ainsi, la présente recherche permet d'aborder un aspect interdisciplinaire recoupant le droit douanier, le droit budgétaire, le droit international public et le droit du commerce international. Chapitre 1.
La situation catastrophique de la douane centrafricaine. En 1993, l'ambassadeur de France, M. Lunven, indiquait dans un livre sur la République centrafricaine qu'un jour où il tentait de convaincre le président KOLINGBA de s'adresser au Fonds monétaire international. J'ai encore à l'esprit toutes les missions financières françaises auxquelles j'ai participé dans les années passées qui ont abouti à des aides budgétaires à répétition, sans qu'aucune amélioration des finances publiques centrafricaines soit constatée pour autant. Je sais par expérience que les aides budgétaires en Centrafrique sont un tonneau des Danaïdes. Après plusieurs décennies de gabegie financière dont la France assurait le coût pour des raisons historiques et stratégiques, les autorités centrafricaines se sont engagées à la demande insistante de la France, après le départ de l'armée française du camp de Boire en 1997, dans une démarche de redressement de la gestion de ses finances publiques appuyée par l'expertise du Fonds monétaire international. Ainsi, divers travaux de réforme ont été entrepris par le gouvernement sur la base de diagnostics préparés avec l'assistance des partenaires techniques et financiers. Ces réformes engagées avec l'appui des partenaires n'ont toutefois pas donné pleinement satisfaction. Des faiblesses structurelles du système de gestion des finances publiques, identifiées lors d'une évaluation en 2008, persistent. Une des raisons est l'absence de stratégie et de vision globale à moyen terme, ce qui a rendu difficile la coordination des appuis des partenaires techniques et financiers. Le gouvernement a donc décidé en 2009, contraint par ses partenaires au développement, d'élaborer une stratégie globale de réforme des systèmes de gestion des finances publiques afin de permettre d'améliorer significativement la qualité de la gestion de celles-ci. Cette stratégie, inscrite dans le moyen et long terme, sera retranscrite à travers des plans d'action triennaux, sous leadership national, et associée à un cadre de mesure de la performance et à un programme global de renforcement des capacités permettant une coordination des interventions des partenaires techniques et financiers. C'est le rôle de l'aide au développement que d'aider la République centrafricaine non seulement à fonctionner, mais aussi à investir pour l'avenir. Cette aide est accordée soit sous forme budgétaire allant dans le budget de la République centrafricaine, soit sous forme de projets spécifiques en dehors de ce budget. L'aide publique au développement représente l'ensemble des subventions ou prêts aux pays bénéficiaires dont l'objectif principal est la promotion du développement économique et du bien-être et qui, en cas de prêt, sont à des conditions financières de faveur. Dans la généralité, l'aide publique au développement est constituée des dons-projets, des dons-programmes pour assistance macroéconomique, des prêts pour différents projets et programmes d'investissement, de la restructuration de dettes, du rééchelonnement de dettes, des allègements ou annulations de dettes, de l'assistance technique des partenaires techniques et financiers dans les domaines où le pays ne dispose pas ou suffisamment pas d'expertise pour conduire certains travaux. Les travaux de préparation du plan global de réforme des finances publiques et de son plan opérationnel 2012 validé en décembre 2011 ont intégré les recommandations des États généraux des finances publiques rassemblées en octobre 2011 à Bangui, ainsi que des recommandations des missions successives menées par le Fonds monétaire international. Le suivi et la coordination des actions inscrites au plan global de réforme des finances publiques relèvent de la responsabilité de la cellule de suivi des réformes économiques et financières du ministère des Finances et du Budget. L'Organisation mondiale des douanes, après avoir effectué un audit en 2008 dans le cadre du programme Columbus de renforcement des capacités des douanes mondiales, suite aux conséquences des attentats du 11 septembre 2001 aux USA et des autres en Europe, a effectué en décembre 2011 la phase 2 de ce programme Columbus intitulé Plan stratégique des douanes 2012 à 2015. Ce plan reprend presque à l'identique celui de la phase 1 effectuée en 2008 et préconise la création de groupes de travail, valeurs, origines, dont la mise en place devait s'effectuer en 2012 à 2013. Nulle part la privatisation des missions douanières totales ou partielles n'est envisagée, tout en faisant mention de l'externalisation du dédouanement à une société privée. Les États membres de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, dont fait partie la République centrafricaine, ont adopté en 2006 un programme de facilitation des transports et du transit sur les corridors Douala-Bangui et Douala-N'Djamena, dans l'optique de renforcer l'intégration économique et la coopération régionale dans la zone de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale,
et le projet de facilitation du transport sur les corridors Douala-Bangui et Douala-N'Djamena. Le financement est assuré par la Banque mondiale pour une période de 5 ans, 2008 à 2013, et d'un montant de 680 millions de dollars américains. Il a été convenu de mobiliser les énergies sur les projets de corridors Douala-N'Djamena et Douala-Bangui. Sur cette base, la République centrafricaine a aussi obtenu des financements importants des bailleurs de fonds traditionnels afin de renforcer le réseau routier, faciliter les transports et moderniser l'administration des douanes, plan Fonds européen de développement IX 2007 à 2010. Il faut cependant noter que l'importance du mauvais fonctionnement du port autonome de Douala, ville portuaire du Cameroun à l'embouchure du fleuve Wouri, sur l'économie d'un pays enclavé et captif de ce port, telle la République centrafricaine, a sans doute été sous-estimée. Le port autonome de Douala a des indicateurs de performance faibles, notamment dans le délai de traitement des containers. Le port autonome de Douala dispose de clients captifs, tels le Tchad et la République centrafricaine, qui sont actuellement obligés d'utiliser les corridors à partir de Douala, port le plus proche en distance des deux capitales des pays enclavés cités. Par ailleurs, l'administration des douanes de République centrafricaine est totalement dépendante de celle du Cameroun tant pour la prise en charge des marchandises destinées à la République centrafricaine et débarquées à Douala, que de la surveillance du transit entre Douala et la frontière centrafricaine. La douane camerounaise, même dans le cadre de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, n'a effectué aucun effort réel de concertation préalable avec ses homologues de République centrafricaine. En attendant, les autorités centrafricaines restent doublement captives vis-à-vis de Douala, de par leur position géographique, 1500 km de Douala à Bangui, mais également par l'inorganisation du port et de la mauvaise volonté de l'administration des douanes locales. La Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui devrait coordonner ces réformes, n'a malheureusement pas, dans le domaine douanier, un rôle d'impulsion décisif. L'Union douanière est en difficulté sur de nombreux sujets et des tendances protectionnistes existent entre les membres. Sa direction marché commun est quasi absente des débats douaniers. Cependant, une nouvelle équipe est en cours d'installation à la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale suite à la désignation en 2012 d'un nouveau président de commission. La réalisation de l'Union douanière en 2017 pour l'Union africaine et celle d'un marché commun de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale en 2025 seront une priorité. En juin 1999, le Conseil de l'Organisation mondiale des douanes a adopté la Convention dite de Kyoto révisée, comme étant le fondement des régimes douaniers efficaces et modernes du XXIe siècle. Cette convention est entrée en vigueur le 3 février 2006. Celle-ci ne s'adresse pas au grand public. C'est à l'administration des douanes qu'il appartient de la mettre en œuvre au niveau de son code, de ses décrets d'application et de sa pratique quotidienne par le biais de circulaires détaillées et claires à l'adresse de ses services, de ses usagers et du public. Celle-ci succédait à la précédente convention dite Kyoto I, laquelle depuis 1974 fixait les règles douanières dans les échanges internationaux. Les pays ayant signé cette convention doivent mettre en œuvre les mesures préconisées afin de donner à leurs échanges internationaux la prévisibilité et la rapidité que le commerce moderne exige, soit transparence et prévisibilité des actions de la douane, standardisation et simplification des déclarations des marchandises et de leurs pièces justificatives, procédure simplifiée pour les grandes entreprises après audit, utilisation maximale des nouvelles technologies d'information, contrôle douanier nécessaire minimalisé pour s'assurer du respect des règles, application des techniques de gestion et d'évaluation des risques, coordination des contrôles en frontière avec les autres agences de contrôle, partenariat avec les entreprises. Ces principes auraient dû entrer en action sur le territoire centrafricain fin 2008, si la République centrafricaine avait signé cette convention internationale comme le recommandait fortement l'Organisation mondiale des douanes dans ses résolutions générales lors de ses assemblées générales annuelles à Bruxelles. Au terme de cette étude, nous ne pouvons que nous étonner qu'aucune organisation internationale n'ait fait pression sur la République centrafricaine afin qu'elle adhère à cette convention. La mise en place de celle-ci
aurait sans doute évité beaucoup de difficultés financières au gouvernement local. Toute administration publique confondue, la douane joue un rôle essentiel dans le développement des pays en voie de développement. En République centrafricaine plus qu'ailleurs, un critère de performance peut facilement être suivi: le montant des recettes perçues chaque mois, chaque année, et la progression de ces perceptions à la fois en chiffres bruts mais aussi en part du budget de l'État. Depuis l'origine de la République centrafricaine, les recouvrements de recettes sont non seulement insuffisants pour permettre à l'État de faire un budget de dépenses sans aides extérieures, mais jugés insuffisants par les organismes internationaux chargés d'aider ce pays. Les autorités gouvernementales de République centrafricaine elles-mêmes ont jugé le rendement de la douane locale très insuffisant, ce qui a entraîné le chef de l'État centrafricain à prendre des mesures très fortes en dissolvant l'administration des douanes et en privatisant l'ensemble de ses missions. Chapitre 2 : 4 missions douanières à remplir. Dans le cadre de son programme Columbus, l'Organisation mondiale des douanes définissait en 2008 le défi que les douanes des pays pauvres allaient affronter. Les administrations douanières de l'Afrique centrale vont être confrontées ces prochaines années à des chocs importants et devront faire face à la fois à l'intensification des échanges internationaux, aux conséquences environnementales majeures du changement climatique pour les grandes productions agricoles, à la poursuite d'une croissance démographique importante et à l'impérieuse nécessité de toujours améliorer les conditions de vie des populations dans le cadre des programmes continus de réduction de la pauvreté et des objectifs du millénaire pour le développement. Nous pouvons d'ailleurs noter que l'Organisation mondiale des douanes n'évoque pas l'augmentation du rôle sécuritaire de la douane en matière de trafic international de marchandises. Au XXIe siècle, la douane de République centrafricaine devrait donc être efficiente et performante. Autrement dit, la douane de République centrafricaine devra remplir un rôle au-delà du fiscal, sachant que les missions de la douane peuvent être regroupées en 4 groupes: protection, sécurisation, développement économique et donc la fiscalisation. Trop d'impôts tue l'impôt pourrait résumer sommairement la relation entre la fiscalisation et le développement économique. C'est l'une des difficultés majeures des douanes des pays en développement, lesquels sont en permanence l'objet d'une pression de leur gouvernement afin d'augmenter la collecte fiscale, mais doivent également supporter la pression des entreprises installées sur le territoire qui aimeraient pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux pour créer plus d'emplois et augmenter leur chiffre d'affaires. Il faut noter que les statistiques ayant servi de base à nos analyses sont issues des données recueillies par les agents en République centrafricaine. Elles sont donc à prendre avec précaution, du fait d'une part de la pauvreté des moyens humains et matériels consacrés à cette mission de recueil des données, et d'autre part par l'impossibilité de suppléer cette carence. Ainsi, l'universitaire Morten Jerven dans son ouvrage Poor Numbers expliquait combien en Afrique les statistiques brillaient par leur inexactitude. C'est particulièrement vrai en République centrafricaine, où l'administration des douanes peut transmettre des chiffres différents pour la même demande initiale. La République de Centrafrique est soumise à la réglementation de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui prévoit une procédure de droit commun après des formalités de prise en charge sur la base d'une déclaration sommaire, manifeste par voie aérienne et maritime, feuille de route par voie routière, et d'un dépôt temporaire possible avant attribution d'un régime douanier dit définitif. La procédure de droit commun consiste en l'établissement d'une déclaration douanière en détail auprès des recettes de dédouanement, au plus tard 3 jours francs, après l'arrivée de la marchandise, sauf passage par un magasin de dépôt temporaire agréé. Ces déclarations sont établies par le propriétaire des marchandises ou un commissionnaire en douane agréé par l'administration. Les renseignements demandés sont aux standards des normes de l'Organisation mondiale des douanes, et le montant des droits de douane est issu du tarif extérieur commun aux États de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. 2 taxes, dites taxes communautaires d'intégration, sont également perçues sur la base de ces textes. Certains renseignements ou documents peuvent être produits ultérieurement moyennant l'enregistrement d'une soumission cautionnée. Les droits et taxes dus peuvent être payés soit au comptant, soit de manière différée d'1 mois selon la procédure du crédit d'enlèvement, paiement d'un taux d'intérêt de 10% en contrepartie.
Aucune procédure dite simplifiée n'est prévue dans le Code de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Tout au plus, y est mentionnée la procédure de l'enlèvement direct par laquelle les opérateurs peuvent enlever des marchandises avant l'accord écrit de la douane et en tenant une comptabilité matière. Les douanes centrafricaines appliquent la plupart de ces dispositions notamment en ce qui concerne la déclaration en détail, mis à part le magasin et aire de dédouanement temporaire et le crédit d'enlèvement. La déclaration en détail est établie au moyen du système informatique SYDONIA++, dont les terminaux sont mis à disposition des opérateurs dans les bureaux de douane dotés du système d'une unité banalisée de dédouanement à Bangui, après une prise en charge manuelle sur la base des feuilles de route ou des manifestes aériens ou fluviaux, trafic sur l'Ubangui par les brigades confères. Brigade des conteneurs. Les déclarations font l'objet d'un contrôle documentaire informatisé de recevabilité, mais sont enregistrées dans un registre manuel. Le système SYDONIA attribue un circuit de contrôle le plus souvent rouge, contrôle physique intégral, et cote la déclaration à un agent. Un inspecteur de visite et un agent de brigade effectuent la visite, le plus souvent à domicile faute de moyens de manutention. C'est notamment le cas au terminal à conteneurs de Bangui. Le conteneur doit être transféré dans les locaux d'un opérateur privé pour être contrôlé. À la suite de la visite, la liquidation est établie dans SYDONIA par l'inspecteur de visite. Pour le paiement, l'importateur doit aller dans une des 4 banques agréées afin d'acquitter le montant des droits et taxes dus et revenir ensuite au bureau de douane initial avec le reçu bancaire, document qui doit être remis au percepteur, agent de l'administration du Trésor public détaché au sein des douanes affecté dans ce bureau des douanes. Le percepteur valide la quittance informatisée. Sur présentation de celle-ci à l'inspecteur des douanes, ce dernier lui délivre le bon à enlever lequel permettra de partir avec les marchandises en règle et que celles-ci circulent désormais librement. S'il y a une liquidation supplémentaire, elle doit être contresignée par le receveur du bureau, tout comme la quittance électronique dans SYDONIA. Le circuit de paiement doit être refait. C'est ce que le gouvernement appelle la bancarisation du paiement, officiellement mise en place pour lutter contre la corruption des fonctionnaires des douanes. L'opérateur peut alors disposer des marchandises en présentant le bon à enlever aux agents de la brigade commerciale chargée de la surveillance des marchandises, en attente de dédouanement définitif. Les bons à enlever doivent être conservés en comptabilité durant 5 ans et présentés à première réquisition, lors d'un contrôle de comptabilité ultérieur. Les déclarations vont ensuite systématiquement au service de la révision. Le système SYDONIA++ a été mis en place à compter de septembre 2006 dans les 3 principales recettes de Bangui. Recette principale, aéroport et bureau d'affrètement routier centrafricain. L'installation est en cours à Berberati, Béloko et Bouar, mais le réseau électrique est encore plus souvent déficient dans ces provinces qu'à Bangui. Les modules d'établissement des déclarations en détail, de comptabilité, matière d'entrepôt, de liquidation, de comptabilité et d'élaboration des statistiques sont développés et utilisés selon des habilitations particulières en fonction des postes occupés par les agents. La valeur transactionnelle est généralement prise en compte mais très fréquemment redressée par les inspecteurs des douanes locaux, même sur présentation d'une attestation de vérification de la société BIVAC. La République centrafricaine a passé un contrat avec une société privée, la BIVAC, en novembre 2003 pour lutter contre la sous-évaluation. Depuis cette date, le gouvernement local a externalisé une partie des missions de la douane centrafricaine. Les opérateurs qui dédouanent sans passer par la pré-inspection mise en place par BIVAC se voient infliger, théoriquement, une pénalité. Chaque mois, la liste des déclarations rectifiées et le montant des droits théoriques redressés par la BIVAC sont communiqués à la douane et au ministre des Finances, à charge pour la cellule douane des relations avec la BIVAC, dite cellule BIVAC, de s'assurer que ces éléments sont bien conformes à la déclaration déposée. Des valeurs de référence sont néanmoins fixées par la loi de finances 2008 pour quelques produits. Depuis, chaque année, la loi de finances en enlève quelques-uns afin de muter vers la valeur transactionnelle. La loi de finances 2013 a supprimé toutes ces valeurs références,
Désormais, seule la valeur transactionnelle s'applique en République centrafricaine. La taxation, ad valorem, appliquée aux marchandises est variable. L'évaluation des marchandises peut se faire soit par la BIVAC, soit par la douane. Par contre, le calcul définitif et le recouvrement des droits et taxes s'effectuent par les services de l'État. De la même manière à l'exportation, la République de Centrafrique est soumise à la réglementation de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, laquelle prévoit une procédure de droit commun après des formalités de prise en charge sur la base d'une déclaration sommaire, manifeste par voie aérienne et maritime, feuille de route par voie routière, et d'un dépôt temporaire possible avant attribution d'un régime douanier d'exportation dit définitif. La procédure de droit commun consiste en l'établissement d'une déclaration douanière en détail auprès des recettes de dédouanement, immédiatement après l'arrivée de la marchandise, sauf passage par un magasin de dépôt temporaire agréé. Ces déclarations sont établies par le propriétaire des marchandises ou un commissionnaire en douane agréé par l'administration. Les renseignements demandés sont aux standards des normes de l'Organisation mondiale des douanes. Les exportations bénéficient du régime à taux zéro de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que du régime suspensif sur des importations de produits utilisés dans leur fabrication, système du perfectionnement actif. Par contre, le paiement de la taxe informatique, redevance équipement informatique finance, est obligatoire ainsi qu'un précompte de 5% sur les exportations à caractère commercial au titre d'avance sur l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Les opérateurs économiques non soumis à un de ces deux impôts sont astreints à un précompte au taux de 3%, sauf pour les exportateurs de café. Une éventuelle taxation spécifique est du ressort de chaque État membre. En République centrafricaine, l'or, le diamant, le bois, le bétail et les animaux sauvages vivants font l'objet d'une taxation spécifique à l'exportation. À l'exportation, les déclarations sont également passées dans le système SYDONIA++ dans les trois principales recettes de Bangui, exception faite du fret express qui a son propre bureau. Un programme de sécurisation des recettes à l'exportation a été mis en place pour la filière bois, depuis le mois de février 2005, sous la forme d'un contrat passé avec la BIVAC qui garantit les quantités, les essences et la taxation. La BIVAC emploie à cet effet une quarantaine de personnes en République centrafricaine, sur les sites forestiers, à la frontière avec le Cameroun et à Douala. Elle perçoit les taxes pour le compte de la République centrafricaine et les reverse au Trésor. C'est là encore une privatisation des missions douanières. La grande différence de ce contrat BIVAC avec le précédent mentionné auparavant, 61 page 49, réside dans le fait que la société privée est non seulement chargée de la prise en charge des bois, du calcul des droits à payer mais également du recouvrement de ceux-ci. La BIVAC reverse ensuite au Trésor centrafricain les sommes encaissées. Le transit international routier est un régime de droit international réglementant le transit des marchandises entre un État et un autre. Il repose sur une convention de l'Organisation des Nations Unies, mise en œuvre au niveau mondial dans le cadre d'un partenariat public-privé. Depuis plus de 60 ans, le transit international routier facilite et sécurise les échanges internationaux, et il s'est parfaitement adapté au nouveau produit qui a révolutionné les transports des marchandises au XXe siècle, le container. Grâce au transit international routier, tout container muni de scellés douaniers peut traverser une frontière sans y être contrôlé physiquement. Le premier accord du transit international routier a été signé en 1949 pour accélérer la reconstruction d'une Europe déchirée par la guerre. Il a conduit à l'adoption d'une convention transit international routier en 1959, sous les auspices des Nations Unies, qui fut étendue en 1975 aux opérations de transport multimodal. Au cours de son évolution, sa capacité à s'adapter de manière flexible à un environnement économique et géopolitique en constante mutation a fait du régime transit international routier l'un des instruments multilatéraux les plus efficaces aujourd'hui en vigueur pour la sécurisation et la facilitation du transport et des échanges internationaux. À l'heure actuelle, la Convention du transit international routier compte 68 parties contractantes, mais pas la République centrafricaine. Le nombre de carnets du transit international routier émis chaque année n'a cessé de croître au fil des ans. Compte tenu de la hausse prévue des volumes commercialisés au niveau international,
le régime du transit international routier est destiné à jouer un rôle toujours plus crucial en matière de promotion, de sécurisation et de facilitation du commerce et du transport routier international. En Afrique, chaque région économique a mis en place son propre accord sur le transit international routier qui s'inspire largement de l'accord général. Pour la zone de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, l'accord est connu sous le nom de Transit international dans les pays de l'Afrique centrale. C'était en fait une simple adaptation du régime du transit international routier. Mais ce régime a été peu à peu abandonné par les États membres, car les douanes locales ne respectaient pas la Convention. Aussi la République centrafricaine s'est-elle tournée vers un accord bilatéral avec le Cameroun. Le gouvernement camerounais déclare être conscient de l'importance que revêt pour la Centrafrique l'axe transcamerounais comme voie d'accès à la mer. Il est en même temps conscient que le transit par le Cameroun de ce trafic de passage est une richesse interne à mettre en valeur qui va bien au-delà du simple passage portuaire. De même, le gouvernement de République centrafricaine reconnaît l'importance et la compétitivité du corridor de transit transcamerounais pour le développement de son économie. Pour la République centrafricaine, l'accès à la mer par le port de Douala reste la voie privilégiée jusqu'à présent. Cette commune volonté politique s'est exprimée à l'occasion de la négociation et de la signature d'une convention en matière de transport routier entre le Cameroun et la Centrafrique, 22 décembre 1999. Cette convention réactualise la précédente convention en matière de fret, signée à Yaoundé en août 1989 avec la Centrafrique. La convention de 1999 se réfère à la convention de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement du 8 juillet 1965, relative au commerce de transit des États sans littoral, ainsi qu'aux actes de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale portant adoption de la Convention réglementant les transports terrestres en Union douanière et économique de l'Afrique centrale, 19 décembre 1984. Et de la Convention inter-États de transport routier de marchandises diverses, 5 juillet 1996, visant à favoriser les transports terrestres entre les deux pays ainsi que le transit à travers leur territoire. La réglementation de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale précise les modalités d'utilisation du régime du transit, lequel permet de transporter une marchandise sous douane, c'est-à-dire sans paiement immédiat des droits et taxes afférents, d'un point à un autre du territoire douanier de la communauté en garantissant ou en consignant les droits et taxes en jeu. Le même texte prévoit dans son article 9, de manière générale, les parties s'engagent à prendre toutes mesures nécessaires et efficaces pour éliminer toute entrave à la fluidité du transport en transit sur leur territoire. De son côté, voici les termes que la Banque mondiale utilise pour présenter la situation du transport en République centrafricaine afin de justifier le financement de son projet de facilitation du transport sur les corridors Douala-Bangui et Douala-N'Djamena, voire 54. En effet, le transport routier constitue le mode de transport dominant en Afrique centrale, tant pour les échanges à l'intérieur des pays que pour les liaisons intracommunautaires. Dans la zone CEMAC, 8 couloirs de transport multimodal ont été identifiés, dont 2 sont opérationnels et sont destinés au désenclavement des pays de l'Hinterland que sont la RCA et le Tchad. Il s'agit des corridors Douala-N'Djamena, long de 1850 km dont 1416 revêtus, avec 1830 km sur le territoire du Cameroun et 20 km au Tchad, et Douala-Bangui, long de 1455 km dont 1030 km revêtus, avec 850 km au Cameroun et 605 km en RCA. Le transport et le transit routier en direction des pays enclavés restent complexes et coûteux du fait de l'état défectueux des routes et de nombreuses barrières tarifaires et non tarifaires, en dépit des initiatives qui ont été entreprises pour simplifier les formalités, dont notamment l'adoption de la procédure du transit inter-État des pays de l'Afrique centrale, TIPAC, qui malheureusement n'a pas connu un début d'exécution, la signature des conventions bilatérales, respectivement entre le Cameroun et le Tchad d'une part, et entre le Cameroun et la RCA d'autre part. La République centrafricaine a mis en place à partir de Douala une procédure spécifique de transit qui doublonne avec celle des Camerounais.
La réglementation internationale en matière de transit prévoit le cadre juridique de ce mode de transport sous douane. Nous soulignons 2 points fondamentaux extraits de cette réglementation. Lorsque la législation nationale le permet, la douane n'exige pas de garantie lorsqu'elle est convaincue que l'intéressé remplira toutes ses obligations envers elle. Lorsqu'une garantie est exigée, le montant de cette garantie est aussi faible que possible et, en ce qui concerne le paiement des droits et taxes, n'excède pas le montant éventuellement exigible. Ces rappels de conventions internationales sont importants car ils vont permettre une comparaison entre ce qui devrait être fait et la réalité de terrain que les organisations internationales sur place connaissent. La procédure de transit est utilisée pour les marchandises qui passent par le guichet unique de Douala au Cameroun, sauf celles qui en sont dispensées, telles les marchandises importées par les entreprises citoyennes. Après une préliquidation effectuée par des douaniers centrafricains au guichet unique, qui porte mal son nom du fait du nombre de guichets auxquels les opérateurs doivent se présenter, un titre de transit, D15, cautionné par une banque camerounaise est levé à destination de la frontière de la République centrafricaine. Un accent aigu COR et une évaluation sont réalisés à la frontière, au bureau de Béloko notamment, sauf pour les entreprises citoyennes. Puis une feuille de route non cautionnée est établie jusqu'à une recette de Bangui, où la liquidation définitive est effectuée. Les camions empruntent la route unique vers Bangui en passant par différents endroits, nommés checkpoints, où seul le visa et la vérification de la feuille de route sont prévus. Les véhicules sont stoppés au point PK26 à l'entrée de la ville de Bangui pour un contrôle formel. Ils sont accompagnés le lendemain jusqu'à leur bureau de destination finale. Les agents placés sur les différents points de passage sur la route qui constatent des anomalies documentaires ne peuvent percevoir les droits et taxes supplémentaires lorsque la valeur des marchandises dépasse 500 000 FCFA, 750 €. Sauf s'il s'agit d'importation en contrebande, laquelle peut donner lieu dans ce seul cas à perception. Un titre de transit D15 est aussi levé à Douala quand la marchandise est à destination d'un autre lieu de dédouanement en Centrafrique que Bangui, moyennant une caution réelle mise en place au départ. La douane centrafricaine, via la cellule D15, située à la Direction générale, récupère les déclarations douanières et adresse un certificat de mise à la consommation aux douanes camerounaises pour apurer la création du titre de transit. Pour les fonctionnaires qui importent des véhicules, l'État centrafricain adresse préalablement une attestation de transit aux autorités camerounaises. Pour les régimes économiques de l'entrepôt dans lesquels les marchandises peuvent être stockées respectivement 3 ans, 2 ans et 1 an, la réglementation douanière de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale exige la mise en place d'une soumission cautionnée garantissant l'acquittement des droits et taxes en jeu. L'admission temporaire est également prévue pour les marchandises en réparation, les matières premières pour la construction, ciment, les emballages vides destinés à être remplis, les matériels techniques pour la recherche et la prospection et les matériels nécessaires à l'exécution de travaux. Elle est soumise à la mise en place d'un engagement cautionné et à des modalités précises de suivi et de contrôle. Il est à noter que l'importation et l'exportation temporaires sont réservées aux objets personnels des voyageurs moyennant le dépôt d'un document simplifié, garanti à l'importation, aux véhicules automobiles à l'usage des personnels diplomatiques des ambassades. Une procédure simplifiée pour l'introduction temporaire d'échantillons destinés à la prospection commerciale est également prévue. L'exportation temporaire de marchandises devant subir une modification, soit l'exportation temporaire industrielle, permet d'exporter provisoirement et de réimporter selon des modalités particulières de taxation des marchandises originaires du territoire douanier. La douane centrafricaine gère 6 entrepôts situés à Bangui. 4 entrepôts privés où sont stockées des voitures, concessions de véhicules. Un entrepôt de marchandises diverses, machines-outils, matières de première nécessité, motos. Un entrepôt spécial d'hydrocarbures. Concernant les entrepôts, les autorisations qui leur ont été décernées sont anciennes sauf l'une d'entre elles qui a été accordée fin 2007 au concessionnaire chinois Rian. Toutefois, en 2006, il semble que certaines autorisations de création d'entrepôts aient été rendues caduques mis à part celles détenues par des sociétés dites citoyennes,
dispensée de préliquidation à Douala sur décision du ministre des Finances. Tous les entrepôts existants sont garantis par une caution bancaire annuelle, pour le compte des entrepositaires. Les déclarations d'entrée et de sortie en entrepôt sont gérées par SYDONIA++, qui attribue un circuit de contrôle, 100% de circuit rouge, et cote la déclaration à un agent de visite. La comptabilité matière des entrepôts est tenue normalement par SYDONIA++. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.